Cette semaine dans Must Dimanche, à l'occasion de sa venue à Paris, Charles III et sa vie de prince de Galles juste avant est passé au crible par Aurélien. Et Maëva démarre avec vous en fin d'émission une nouvelle Queen Story consacrée au fiasco Téléfoot et Mediapro en France. Bienvenue, nous sommes le 24 septembre pour une nouvelle émission de Must Dimanche. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ATV dans Must Dimanche. C'est un énorme plaisir de vous retrouver dans cette émission hebdomadaire pour vous raconter l'histoire, l'actualité. On vous a prévu plein de choses aujourd'hui, une actualité riche cette semaine, mais avant de partir là-dessus, la date du jour elle est très importante, nous sommes le 24 septembre. Que s'est-il passé il y a un an, il y a un siècle? Nous allons le découvrir maintenant. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 septembre 2023, mais que s'est-il passé il y a un an, il y a un siècle? En 1995, le candidat Chirac s'oppose à la proposition de son adversaire, la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Une fois président, Jacques Chirac est toujours contre et le réitère à chaque allocution présidentielle. Ce serait une erreur que ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre, serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas. Face à son refus, des députés de tous bords, eux, poussent pour que le débat soit lancé à l'Assemblée. Nous on veut un vrai quinquennat, un bon quinquennat, un juste quinquennat, un quinquennat pour de vrai. Il s'agit de rendre plus probable la coïncidence de deux majorités, la majorité présidentielle et la majorité législative, c'est-à-dire diminuer le risque de cohabitation. Le 5 juin 2000, Jacques Chirac cède et annonce la tenue d'un référendum. À voter citoyen. 73% des Français votent oui à la réduction du mandat présidentiel. Élu de tous les Français, le président incarne l'intérêt général et la continuité de la République. Vous le choisirez plus souvent, votre voix, votre décision compteront davantage. Votre pouvoir démocratique s'en trouvera. C'est il y a 23 ans aujourd'hui, en 2000 donc, que les Français sont soumis à un référendum dont la question est de savoir si oui ou non les Français veulent passer d'un septennat présidentiel à un quinquennat, passer de 7 à 5. Et pour la prochaine élection, et donc celles évidemment qui suivront, le résultat vous le connaissez puisque chaque président est soumis à un quinquennat présidentiel 5 ans depuis la réélection en 2002 de Jacques Chirac. On remonte quelques années en arrière, le 24 septembre 1996. Nous sommes prêts à engager le dialogue avec les pays avec lesquels nous avons une histoire conflictuelle, mais Pyongyang doit comprendre que la Corée du Nord ne pourra pas atteindre le développement économique auquel elle aspire si elle ne renonce pas à l'arme nucléaire. Alors là, j'aime beaucoup cette information qui fête ses 27 ans cette année, la signature du TICEN, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Sur le papier, ce traité est vraiment une super avancée pour la paix, pour la planète, pour plein de choses. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ce traité, c'est un peu du pipi de chat. Je m'explique. Pour que ce traité entre en vigueur, il faut que les 44 États qui étaient présents lors de la rédaction de ce traité doivent ratifier le texte. Alors ratifier, c'est comme valider une seconde fois si vous voulez, re-signer pour approuver de nouveau. Mais c'est là où ça coince. Alors parmi ces 44 États, 5 d'entre eux, dont les États-Unis et Barack Obama, vous avez entendu parler nucléaire et armes nucléaires, n'ont pas ratifié ce traité et 3 États ne l'ont ni ratifié ni signé comme ça, avec notamment la Corée du Nord. Vous l'avez donc compris, si l'un de ces 44 États n'a pas ratifié ce texte, cela fait de lui qu'il n'entre pas en vigueur. Autrement dit, depuis 1996 et la signature par plus de 180
pays du monde de ce traité, eh bien il n'est toujours pas entré en vigueur, et vu comment les choses s'amènent pour l'avenir, il est assez peu probable que quelqu'un se rappelle un jour de ce Thyssen. Alors on va remonter encore plus loin, chers amis, en 1724. À suivre, la météo de Tatiana Silva, un mot de la bourse, elle est en baisse, moins 0,50%. Ce soir à 20h, vous avez rendez-vous avec Anne-Claire Coudray. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Oui, à lundi, Marie-Sophie, à demain, finalement. Les adeptes de Marie-Sophie Lacaro et Jean-Pierre Pernaut connaissent ce petit extrait de la fin du journal, très court, parlant de la Bourse de Paris à son ouverture au matin, les points qu'elle a gagnés, et donc si elle est en baisse ou en augmentation. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la Bourse de Paris ? Eh bien puisqu'elle fête son anniversaire aujourd'hui, 299 ans, 300 l'année prochaine donc, puisqu'elle est née un 24 septembre 1724. Pas beaucoup d'anniversaires à fêter aujourd'hui, hormis la Bourse de Paris, si on va par là, qui serait notre pseudo-super anniversaire, même si ça compte pas, mais un hommage que je souhaitais rendre à une dame qui nous a quittés un 24 septembre, il y a 19 ans aujourd'hui. Il s'agit de la romancière Françoise Sagan, plus française que les Français. Elle s'est éteinte en 2004, elle avait 69 ans. De retour dans Must Dimanche, merci d'être avec nous. L'une des grosses actualités de cette semaine, parmi toutes celles qu'il y a eu, c'est évidemment la venue du roi Charles III et de la reine Camilla à Paris. Une visite qui se fait en septembre, qui aurait dû se faire en mars, mais qui a été annulée ou plutôt reportée en marge des manifestations et de toutes les émeutes qu'il y a eu. Alors, cette venue a bien eu lieu, décriée, il faut bien dire. Ce n'est pas de ça dont nous allons parler dans l'histoire en direct, non, nous allons revenir, nous, sur l'histoire de Charles III. L'histoire de cet héritier le plus long, celui qui a attendu le plus longtemps son tour. Il est arrivé il y a un an, pas il y a un siècle, on revient pas sur la chronique. Alors voici les meilleurs moments entre guillemets, ou en tout cas les moments les plus marquants de la vie de ce roi pas comme les autres. L'une des grosses actualités de la semaine, c'est la venue d'un roi et la venue d'un pape. On va se concentrer sur le roi, c'était prévu depuis un petit peu plus longtemps. Désolé Papou. Le roi Charles III et la reine Camilla sont venus cette semaine à Paris. Une visite qui va donc s'étaler sur 3 jours. Vous découvrez ici les images de l'Arc de Triomphe où les choses sont en train de se mettre en place pour le premier temps fort de cette visite d'État et cette cérémonie officielle avec le président de la République, Emmanuel Macron. Alors, le programme s'annonce très chargé. Charles III est devenu roi il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an, c'était le 8 septembre à 15h10 heure locale, lorsque la reine est morte. La reine meurt. Vive le roi, un prince de Galles qui aura attendu ce moment pendant 73 ans de sa vie avec la bénédiction finale de sa mère pour que sa seconde femme, Camilla Parker Bowles, accède elle aussi au rang de reine consort. L'occasion pour nous de revenir sur le parcours semé d'embûches de l'héritier décrié du Royaume-Uni. Commençons par le commencement. Charles Philippe Arthur George naît le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. À cette époque, il est second dans l'ordre de succession après sa mère Élisabeth et son grand-père, le roi du moment, George VI, qui est d'ailleurs aussi le parrain du petit Charles. Parrain qu'il ne connaîtra que très peu puisque son grand-père voit passer la Grande Faucheuse 3 ans plus tard, en 1952. Le roi est mort, vive la reine cette fois-ci. Élisabeth apprend la nouvelle alors qu'elle remplace son père au Kenya lors d'une tournée d'État qu'il ne peut plus assurer étant devenue trop malade. Élisabeth doit choisir un nom, elle devient Élisabeth II. Et Philippe, qui suit le couronnement de sa mère dans les bras de sa grand-mère et de sa tante Margaret, devient premier dans l'ordre de succession.
Chose inédite à l'époque, Charles a pu, grâce à ses parents, obtenir une vraie scolarité. Il s'agit là d'une première pour un membre de la famille royale qui jusque-là, comme Elisabeth étant jeune et que le montre d'ailleurs la série The Crown, n'allait pas à l'école, était éduqué par des professeurs. Mais Charles, lui, est allé à l'école, et même au collège et même au lycée, il ira même jusqu'à l'université, ce qui fera de lui, d'ailleurs, le tout premier diplômé universitaire de la famille royale. Bravo Charles. Un diplômé en art selon Wikipédia. Alors Charles, évidemment, si je vous dis Charles, vous me répondez peut-être Camilla, mais avant elle, Diana, Lady Diana, Diana Spencer, puisque Charles est aussi connu pour son couple formé avec la très charmante Diana Spencer, un couple sulfureux, magnifique, avec un splendide mariage célébré le 29 juillet 1981, et qui donnera naissance à 2 enfants que l'on ne présente plus, évidemment, William et Harry. Un beau couple en apparence seulement, puisqu'en réalité le mariage ne se passe pas vraiment sur la route du bonheur. Diana ne se sent pas vraiment bien dans son couple, d'autant plus lorsqu'elle révèle la liaison que Charles a avec une certaine Camilla Parker Bowles hors mariage, une relation extra-conjugale. Dans la famille royale, scandale, couple en crise, famille royale choquée, Royaume-Uni choqué, Charles détesté et Camilla, n'en parlons pas. La reine somme le couple Charles-Diana de divorcer. Ils le feront en 92, la fameuse Annus Horribilis d'Elisabeth, pour reprendre l'un de ces termes d'un célèbre discours. Et 5 ans plus tard, l'impensable se produit. Diana perd la vie dans un accident de voiture affreux, après une course-poursuite avec des paparazzis dans Paris. Sa voiture s'encastre dans un pilier sous le pont de l'Alma, dans la capitale, et son décès sera constaté dans la nuit du 31 août 97, une histoire que la Queen vous racontera peut-être dans une Queen Story. C'est le choc absolu pour le monde entier. Un tonnerre s'abat sur la planète et sur la famille royale. Charles perd son ex-épouse. Le Royaume-Uni pleure sa princesse. La reine perd une figure emblématique, même si décriée, de la famille royale. Mais le pire, il faut quand même le dire, ce sont William et Harry qui se retrouvent orphelins de leur maman. Tout le monde se souviendra d'ailleurs de cette terrible image des 2 jeunes garçons suivant le cortège funéraire de leur mère. Passé l'an 2000, Charles se mariera finalement avec Camilla dans un mariage très discret. Une relation toujours difficilement acceptée et acceptable, mais depuis le temps, Camilla a su marquer sa patte et elle est devenue une très charmante reine consort. Alors ajoutez à cela les quelques scandales financiers parmi les prises de position ambitieuses de Charles sur l'écologie. Cela fait de lui, en septembre 2022, un roi finalement pas comme les autres. Une vraie renaissance à 73 ans pour un roi inédit, avec une Elisabeth qui ne pouvait pas prendre parti. Charles, lui, s'est servi de son rôle de prince pour donner un avis, notamment sur l'écologie, on le sait, très proche. Il est d'ailleurs président de la WWF du Royaume-Uni, en tant que prince en tout cas. Une vraie renaissance à 73 ans pour celui qui a attendu le moment de devenir roi toute sa vie. Un roi dont on connaît la vie, chose que nous n'avions pas avec Elisabeth. Et c'est peut-être ça qui fait son truc en plus. Merci d'être toujours avec nous dans Must Dimanche. Pour cette émission, la Queen est de retour avec une nouvelle Queen Story, car oui, à chaque fin d'émission, elle remonte le temps, elle vous ramène dans une histoire. Et là, j'ai demandé à la Queen de revenir dans une histoire très proche de nous. La Queen n'est pas si loin de nous finalement, elle est partie en 2018 et je lui ai demandé de parler de foot. Non, nous n'allons pas parler de la finale, la sainte finale même dirais-je, entre la France et la Croatie en Coupe du Monde. Je vous laisse deviner ce que c'est, vous l'avez entendu dans le sommaire, pour une Queen Story étonnante et très intéressante. Merci d'accueillir votre Queen.
Ma Queen Story dans Must Dimanche, c'est l'occasion de vous faire voyager dans le temps, dans les grandes histoires de l'Antiquité, de la Révolution, de la guerre ou même de la cour de Louis XIV comme avec Molière la semaine dernière. Pour cette histoire, nous n'allons pas voyager bien loin, même si je vous invite dans un univers peu exploré dans les émissions historiques, pour ne pas dire pas du tout. Si je vous dis droit TV, économie et football, ça vend pas du rêve. Et pourtant, je vous raconte aujourd'hui un récit incroyable, au cœur d'un fiasco extraordinaire où les grands dirigeants de la Ligue 1 auraient pu perdre beaucoup. Voici, dans la Queen Story, l'histoire du fiasco Téléfoot et Mediapro. Pour vous raconter cette Queen Story, on se donne rendez-vous en 2018. Vous avez cru que je vous emmenais à la Coupe du Monde que nos Bleus ont gagnée cette année-là ? Mauvaise pioche, mais c'était bien tenté quand même. En réalité, notre histoire démarre dans les locaux de la LFP, la Ligue de football professionnel. C'est ici que se rencontrent les clubs français tout confondus et où sont décidées beaucoup de choses dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir les droits de diffusion télé. En 2018 et depuis sa création, c'est la chaîne cryptée Canal+ qui est le partenaire majeur et historique de la compétition. Les droits sont remis à la vente tous les 4 ans pour des durées de 4 saisons. En mai 2018 donc, la LFP prépare sa mise en vente des matchs pour les saisons 2020-2024. Mais cette fois, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme d'habitude. Le montant est donné. La LFP met les 4 prochaines saisons de la Ligue 1 à vendre pour un montant de 1,153 milliards par saison. Même Aurélien n'aurait pas su dire ce montant. Ce sont donc 4,612 milliards d'euros réclamés par et pour la Ligue. Un montant record, d'autant plus lorsque l'on sait que les derniers droits pour la saison 2016-2020 ont été évalués à 762 milliards par saison, qui était déjà un record à l'époque. Tout le monde tombe des nues devant ce montant astronomique expliqué entre autres par le salaire des staffs, les travaux dans les stades et tout plein de choses concernant le foot français. Mais la LFP ne serait-elle pas trop gourmande à ce jeu-là ? C'est ce qu'estime Canal+, qui va refuser de payer un tel montant et pour la première fois de son histoire va se retrouver hors jeu pour les droits du foot. Amateurs de jeux de mots, bonsoir. Mais alors, si Canal, le partenaire historique, quitte la piste, qui peut reprendre les droits de la Ligue 1 à ce prix ? Being Sport décline, la chaîne sportive a enchaîné les mauvaises décisions liées justement au coût des compétitions sportives et se retrouve dans l'incapacité de payer le milliard. C'est alors que sort du lot un nouveau groupe du nom de Mediapro. Mediapro, déclinez votre identité. Groupe médiatique espagnol avec fonds d'investissement chinois. Un groupe inconnu en France qui ne possède pas de chaîne par ailleurs et qui a déjà eu des démêlés en Espagne avec des échéances de paiement non respectées. Est-ce que vous la sentez venir, la quenelle ? D'autant plus que lorsque l'on sait que lorsque vous achetez des droits, en réalité, vous ne mettez pas directement l'argent sur la table. Vous dites simplement que oui, vous allez donner l'argent. Ça veut dire que même moi, j'aurais pu acheter les droits de la Ligue pour ATV et laisser Aurel se démerder avec la justice. À méditer. Alors voilà. De nombreux lots sont accordés à Mediapro, ce nouveau groupe audiovisuel qui fait une entrée fracassante en France. Et vous allez découvrir que c'est un terme qui va rythmer toute notre histoire. Alors que va-t-il se passer et pourquoi ce nouvel accord va virer au fiasco total ? Pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine dans la seconde partie de cette intéressante Queen Story. Merci à la Queen pour nous avoir conté une partie seulement du fiasco Téléfoot. La semaine prochaine, tout se casse la gueule dans sa Queen Story. Hâte que vous l'écoutiez. Je l'ai écouté en avant-première, c'est du lourd. Car oui, c'est la fin de notre émission, passé la Queen Story. On n'a plus rien à se dire. Hormis peut-être qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Must Dimanche. D'ici là, dans un instant, on n'est pas sorti de l'auberge, une émission un petit peu spéciale puisque match à 3, j'accueille la Queen encore, j'accueille Enora, j'accueille Axel, une spéciale Royaume avant l'heure puisque le Royaume des Fiertés sera de retour dans quelques jours. On s'est fait un petit before dans l'auberge et c'est ce soir. Je vous embrasse, passez une bonne semaine, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde.